Et donc, oui, c'est ça. Cet après-midi, on va voir les tests T de Student et les tests de U, donc différentes versions de ces tests-là. Vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Merci. Donc, c'est ça. Bravo pour avoir fini la moitié de la session. Il vous reste que 3 semaines. Donc, pour la deuxième partie de la session, dans le fond, on va voir différents tests. Ça va être un peu plus intuitif. Et tous les tests qu'on verra aujourd'hui, dans le fond, c'est pour comparer des moyennes. On va effleurer le test de Fisher à l'intérieur d'un test de comparaison de moyenne, mais on va le voir plus en détail dans une autre séance. Donc, on va commencer par les tests paramétriques, donc les tests de student. Pour échantillon indépendant, échantillon apparié, par la suite le test T par permutation et le test de U à la fin. Puis à la fin, j'ai aussi quelques questions quiz. On va sûrement prendre une pause à travers tout ça, étant donné que c'est quand même la liste un peu plus long. Donc, le premier test, le test T de student pour échantillon indépendant. Donc, ici, on utilise ce test lorsqu'on veut comparer deux moyennes. Donc, lorsque vous avez plusieurs tests qui permettent de faire la même chose, c'est-à-dire comparer des moyennes, c'est bien important de savoir quel test utiliser quand. Donc, il s'agit d'un test paramétrique avec un nombre de degrés de liberté nue et avec les hypothèses suivantes. Donc, l'hypothèse nulle, le H0, va dire que les deux moyennes sont identiques et l'hypothèse alternative, donc le H1, va varier selon l'orientation du test. Donc, s'il est bilatéral, on va simplement dire que les deux moyennes ne sont pas significativement, ne sont pas différentes de l'un de l'autre, ou il peut être unilatéral à droite ou à gauche. Et on va rejeter selon, mais on peut rejeter de deux manières, c'est-à-dire on peut rejeter selon la p-value, c'est ce que R va nous fournir la plupart du temps, ou selon notre variable auxiliaire qui est le t-calc ici. Donc, comme exemple, on va reprendre notre tableau sport et dans le fond, on se demande si la fréquence cardiaque, donc le variable pouls, la première colonne ici, des hommes et femmes sportifs est-elle identique? Donc, on a importé le tableau, donc vous savez bien faire ça maintenant. Par la suite, on a isolé un data frame qui correspondait à ceux qui ont répondu oui dans la colonne sportive ici. Et par la suite, on est allé chercher un subset dans cette colonne. Donc, c'est-à-dire on a fait un vecteur avec les mâles et un vecteur avec les femelles, qu'on a nommé pou HS et pou FS. Donc, ici, notre question biologique, c'est le rythme cardiaque des sportifs hommes et femmes est-il le même? Donc, à votre avis, s'agit-il d'une question unilatérale ou bilatérale? Oui, François? C'est bilatéral. Oui, c'est ça, c'est bilatéral. Donc, par la suite, on énonce nos hypothèses. Donc, les 9 étapes des tests, c'est ce qu'on a vu juste avant votre intro. Donc, l'hypothèse nulle dit que les rythmes cardiaques des sportifs hommes et femmes est égal. Donc, on utilise le MUA pour écrire ça de façon mathématique. Et l'hypothèse alternative, H1, énonce que le rythme cardiaque des sportifs hommes et femmes est différent. Donc, on voit bien que le H1 respecte l'orientation du test qui, ici, est bilatéral. Donc, on indique seulement une différence sans préciser mais sans préciser une direction, c'est-à-dire le rythme cardiaque des hommes est plus élevé que les femmes ou plutôt l'inverse, ceux des femmes est plus élevé que les hommes.
À l'étape 3, on choisit notre test. Donc ici, pour cet exemple-ci, on va utiliser le test de student. Et donc, on nomme notre test et on donne les formules qui sont associées à la variable auxiliaire. Donc, c'est les formules utilisées pour ce test, mais nous, on va surtout utiliser R pour faire nos calculs. Donc, cette première formule, c'est la variable auxiliaire d'écart. Et le SPD que vous voyez ici, c'est l'écart type pondéré qui est calculé avec cette deuxième formule à votre droite. Par la suite, étant donné qu'il s'agit d'un test paramétrique, il y a plusieurs conditions d'application pour ce test. Donc, dont le premier qui est l'indépendance des observations. Donc, ça sera soit cette information vous sera fournie soit dans l'énoncé de la question ou le plan d'échantillonnage vous sera décrit. En fait, il n'y a pas de test pour lequel les données ne sont pas indépendantes. Donc, il faut que les observations soient indépendantes. La distribution doit être normale. Donc, soit ça sera écrit dans l'énoncé ou c'est quelque chose qu'on va vérifier avec une commande. Et il faut avoir une homogénéité des variances. Donc, ça aussi, ça doit être vérifié. Donc, les variances entre les groupes qu'on veut comparer ne doivent pas différer de façon significative, car sinon, quand on effectue le test T, on va comparer deux paramètres en même temps. Donc, la différence de variance et la différence de moyenne. Donc, si on veut comparer simplement la moyenne, on doit vérifier que les variances sont identiques ou ne sont pas significativement différentes. Donc, première condition à vérifier, c'est est-ce que nos données suivent une distribution normale? Donc, pour ça, on fait nos hypothèses comme on ferait à l'étape 2. Donc, l'hypothèse nulle ici, c'est que les données sont issues d'une population à distribution normale. Et l'hypothèse alternative, c'est qu'ils ne le sont pas. Donc, ça veut dire qu'elles s'écartent d'une distribution normale. Donc, dans le fond, vous faites un petit test en 9 étapes à l'intérieur de cette étape 4 où vous vérifiez les conditions d'application. Donc, dans R, la commande que vous allez utiliser, c'est Shapiro.test. Donc, avec cette commande, vous mettez le premier argument, en fait, le seul argument que vous devez mettre, c'est le vecteur qui correspond à vos données. Donc, ici, on l'avait nommé pou HS et pou FS. Donc, avec cette commande, ça nous permet de vérifier si nos données suivent une distribution normale. Par la suite, donc, elle va nous sortir la p-value. Donc, ici, pour les hommes, on a une p-value de 0,8. Pour les femmes, de 0,7. Donc, étant donné que ces p-values sont plus grands que 0,05, on peut conclure que les distributions ne diffèrent pas significativement d'une distribution normale. Donc, lorsqu'on vérifie des conditions d'application, on ne veut pas rejeter notre hypothèse nulle. Donc, l'interprétation, c'est qu'ils suivent une distribution normale au seuil alpha 0,05. Par la suite, la deuxième condition qu'il fallait vérifier, c'est l'équivariance des observations. Donc, encore une fois, on a nos hypothèses qui sont associées à ce test. Donc, l'hypothèse nulle qui indique que les variances des deux groupes sont égales. Donc, ici, on l'écrit avec sigma au carré. Et encore une fois, ça s'appelle le mini-test de F, le F pour Fisher. Donc, et mini-test parce qu'on le fait à l'intérieur de notre test statistique d'intérêt. Donc, pour ce test, en fait, il y a deux conditions. Il faut avoir des données indépendantes et il faut que nos données suivent la loi normale qu'on vient justement de vérifier dans la diapo précédente. Donc, pour vérifier l'équivariance, on va utiliser la fonction var.test. Donc, le premier argument va être nos données, nos deux sets de données. Donc,
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Je pense que c'est Oh, calme. pardon, vous avez C'est pas grave. Euh, donc, comme je disais, le premier argument, c'est, en fait, les deux premiers arguments, c'est vos données. Donc, ici, il s'agit de pou H et pou EF. Et alternative, en fait, c'est si vous faites un test bilatéral ou si c'est unilatéral à gauche ou à droite. Donc, par défaut, ce test, on va toujours faire de façon bilatérale. Comme vous voyez, les hypothèses aussi vont dans cette orientation-là. Mais en fait, ils n'ont pas d'orientation, donc c'est un test bilatéral. Donc, on cherche simplement à savoir s'il y a équivariance ou si les variances diffèrent. Donc, comme je mentionnais tantôt, on utilise var.test avec R et nos deux données, donc les poux associés aux femmes et hommes sportifs, et alternative égale two-sided, parce qu'on veut on veut tester de façon bilatérale. Donc, R va sortir, vous aurez une sortie R, donc ça va vous indiquer comme F test to compare two variances. Puis ce qui nous intéresse, c'est la p-value, encore une fois. Donc ici, elle est de 0,018. Donc, ici, on aimerait ne pas rejeter H0 comme on l'a fait pour le test des normalités des données pour pouvoir continuer à dire que les variances ne sont pas significativement différentes. Cependant, ce n'est pas le cas ici. Donc, on rejette le mini-test de F, donc on rejette notre hypothèse nulle au seuil 0,05 car notre p-value est plus bas que 0,05. Donc, notre conclusion, c'est que les observations ne sont pas équivariantes. Donc, lorsqu'on a ce scénario, on applique ce qu'on appelle une correction de Welsh du degré de liberté. Donc, mais on va voir ça tantôt quand on sera rendu à l'étape 7, qu'est-ce qui va être différent pour appliquer cette correction. Donc, on continue avec l'étape 5. Donc, à l'étape 5, on indique la distribution de la variable auxiliaire. Donc, si notre hypothèse nulle est vraie, notre variable auxiliaire décalque suivra une distribution de student à nu égale n plus N1, donc l'effectif associé à nos données, à notre premier jeu de données plus l'effectif de notre deuxième jeu de données moins 2 degrés de liberté. Donc, une fois qu'on a vérifié les conditions d'application, on revient au test statistique qu'on avait décidé à l'étape 3 et on nomme la distribution de la variable auxiliaire. À l'étape 6, on indique à partir de quand je rejette H0, donc le seuil alpha. Donc ici, c'est 0,05. Donc, ici, on a bien indiqué le degré de liberté ne correspond pas à la formule que je vous ai montrée à la diapo précédente, étant donné qu'on applique la correction de Welsh de degré de liberté. Normalement, ça serait ce que je vous ai montré, donc la somme des effectifs moins 2, donc ce qui peut être calculé à partir en utilisant R avec la commande lent. Donc, lent va vous donner le nombre d'éléments qui sont présents dans vos jeux de données et vous enlevez 2. Cependant, ce 41,661, ça c'est R qui va nous le calculer à l'étape 7. Donc, dans le fond, à l'étape 7, il faut calculer la probabilité. Et pour faire ça, on va utiliser la fonction t.s. Donc, c'est une fonction que vous connaissez déjà, qu'on utilisait pour les calculs des intervalles de confiance. Donc, dans t.s, le premier et le deuxième argument, c'est vecteur 1 et vecteur 2. Donc, c'est les deux groupes qu'on veut comparer. Donc, avant de commencer, on a déjà chargé notre tableau et on a mis notre variable pou des hommes et les poux des femmes dans des objets différents. Donc, ça correspond à notre vecteur 1 et vecteur 2.
Le troisième argument, alternative égale, donc il y a trois choix comme on l'a déjà vu, donc two-sided, greater ou less. Donc, ça dépend vraiment de l'énoncé de la question. Donc, ça peut être bilatéral ou unilatéral. Et en fait, c'est comment est-ce que le premier groupe, donc comment est-ce que le vecteur 1 se situe par rapport à mon deuxième vecteur. Donc, si on a, par exemple, alternative égale less, notre hypothèse alternative, donc notre H1, on s'attend à ce que mon vecteur 1 soit moins grand que mon vecteur 2. Oui, par défaut, R va faire un test de façon bilatérale. Donc, donc là, pour l'étape 7, on fait le calcul du test. Donc, t.test, on met nos deux vecteurs, donc nos deux jeux de données, donc les pouls des hommes et les pouls des femmes, et alternative égale two-sided. Donc, et vous allez avoir la sortie R. Donc, ici, R nous indique Welsh two-sample t-test. Donc, la correction de Welsh se fait par défaut. Par la suite, on a data, donc les données que R a utilisées. Le T ici, c'est notre variable auxiliaire. DF, c'est degrees of freedom, donc les degrés de liberté qu'on a vu tantôt à l'étape 5, ça vient de ici. Et la p-value, donc ce qui nous intéresse le plus, donc 0,7. Par la suite, il y a d'autres intervalles de confiance et les moyennes associées aux deux jeux de données, mais on va surtout se concentrer au niveau de la p-value. Donc, comme je disais tantôt, la correction de Welsh est appliquée par défaut et on va surtout se fier à la p-value et non pas à la variable auxiliaire car la p-value est beaucoup plus informative et on peut décider notre seuil alpha par rapport à la probabilité qu'on souhaite. Donc, ouais, j'ai déjà dit. Donc, c'est ça. La correction de Welsh, c'est lorsqu'on a l'inégalité des variances. Donc, on modifie les degrés de liberté en fait, on corrige les degrés de liberté avec avec la correction de Welsh. Donc, cette correction est appliquée par défaut. Donc, si on veut l'enlever, donc si nos données étaient déjà équivariantes, il faudrait ajouter l'argument var.equal égale true après alternative, donc dans la commande R. Ça serait le quatrième argument. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Par contre, ce n'est pas ça qu'il faut faire pour notre exemple, étant donné que nos données n'étaient pas équivariantes, mais si on dit var.equal égale true, je vais dire à R que mes variances sont égales, donc pas effectuer la correction de Welsh. Oui, donc il y a une question dans le chat. On peut quand même utiliser le t.test même si on n'a pas l'égalité des variances grâce à la correction de Welsh. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, si les variables suivent la distribution des lois normales. Donc, si les variances sont égales, donc il n'y aura pas de correction des degrés de liberté et ils vont être calculés selon la formule que je vous ai montrée tantôt. Donc, le nombre d'éléments qui sont présents dans vos deux jeux de données, moins 2. Donc, ici, c'est 48. Donc, je pense qu'il y avait 25 dans chaque jeu de données. Donc, ça donnait 50 moins 2, ce qui nous donnait 48. Que doit-on mettre à l'étape 5 si le calcul du degré de liberté est fait à l'étape 7? Vous pouvez simplement mettre votre formule, puis lorsque vous serez rendu à l'étape 7, vous pouvez utiliser la sortière qui vous indiquera les degrés de liberté et aller le transcrire rétrospectivement.
Oui, comme je disais, donc vous pouvez utiliser la commande lint, donc pour que vous devez pas, c'est pas quelque chose que vous devez compter à la main pour avoir les degrés de liberté. Par la suite, à l'étape 8, c'est la décision statistique. Donc ici, on conclut par rapport à notre p-value qui ici est plus grand que notre alpha qu'on a décidé à l'étape 6. Donc 0,7 est plus grand que notre alpha de 0,05. Donc on ne rejette pas notre hypothèse nulle. L'hypothèse nulle étant qu'il n'y a pas de différence entre le pouls des femmes et des hommes sportifs. Donc c'est ça. Le rythme cardiaque des sportifs hommes et femmes n'est pas significativement différent. Et finalement, à l'étape 9, donc, on fournit une interprétation biologique. Donc, on peut à ce moment-ci, même si le test se fait de façon bilatérale, on peut quand même interpréter dans une direction. On n'a pas besoin que l'interprétation est complètement neutre. Donc, ici, on peut dire le rythme cardiaque des sportifs hommes et femmes n'est pas significativement différent parce que les hommes et femmes qui sont sportifs ont besoin en débit cardiaque similaire dû à leur faible pourcentage en matière graisseuse. Donc, donc, ça peut être presque n'importe quoi tant que ça a du sens biologique. Mais ça n'a pas besoin d'être véridique ou prouvé. OK. Donc, par la suite, on va voir le test de student pour échantillon apparié. Donc, ça va quand même se ressembler au test précédent, mais il y a des petites subtilités. Donc, ici, comme le nom le dit, les observations se font par paire. Donc, des exemples de ça, c'est comparer la main gauche à aux mains droites de la même personne, comparer père et fils, avant et après. Donc, ici, on a l'exemple de fait-il plus chaud l'après-midi que le matin de la même journée. Donc, il y a une certaine connexion entre les données qui fait qu'ils sont liés. Donc, chaque observation a quelque chose qui la relie avec l'autre. Donc, il y a une connaissance qui permet d'apparier nos observations. Donc, on va directement faire un exemple. Donc, ici, on se pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre la longueur de l'humérus droit et gauche? Donc, à votre avis, s'agit-il d'une question unilatérale ou bilatérale? Oui, c'est bilatéral. Donc, il n'y a pas de direction. Oui, c'est ça, il n'y a pas de direction. Donc, nos hypothèses vont représenter, mais en fait, notre hypothèse alternative, le H1, va représenter ça. L'hypothèse nulle est tout le temps bilatérale, donc il n'y a pas de différence entre les humérus droit et gauche, et on utilise la formule mathématique avec mu D égale mu J. H1 indique qu'il y a une différence entre l'humérus droit et gauche, donc les moyennes ne sont pas égales. Par la suite, l'étape 3, on fait le choix de test. Ici, c'est un test de student pour échantillon apparié. Donc, on nomme le test, on donne les formules. Le TD ici, c'est notre variable auxiliaire. Donc, le D bar, c'est en fait la moyenne des différences ou la différence des moyennes entre l'humérus gauche et droit. Et le SD ici, c'est l'erreur type, donc qui est l'écart type divisé par la racine carrée de l'effectif. Donc, les conditions d'application, donc il y en a 3. Indépendance des observations. Ici, une observation, c'est une paire. Donc, dans notre exemple, une observation, ce n'est pas chaque O, c'est chaque paire doit être une observation indépendante. La distribution, mais en fait, les données doivent suivre une distribution normale de D, donc les différences.
Donc, on va encore utiliser le Shapiro.test et les échantillons doivent être appariés. Donc, pour savoir si l'échantillon est apparié, ça va être bien important de bien lire l'énoncé de la question. Donc, par exemple, si on a un père et son fils, on peut savoir, mais on peut conclure que c'est apparié parce qu'il y a une liaison génétique entre eux. Mais si c'est un père et un fils quelconque, ce n'est pas apparié. Mettons dans notre exemple, si on trouve 20 humérus 3 et 20, en fait, si on trouve 20 humérus 3 et humérus gauche, mais on ne sait pas lesquels vont avec lesquels, c'est-à-dire lequel appartient au même individu, ce n'est pas apparié non plus. Donc, pour savoir si nos données suivent une distribution normale, mais en fait, la différence dans notre donnée suivent une distribution normale, on fait Shapiro.test de D ici, qui est la différence de droite moins gauche. Donc, on fait un mini-test dans le sens qu'on fait un H0 et un H1 pour tester si les différences suivent une distribution normale. Et on utilise la même fonction Shapiro.test, sauf le vecteur ici et la différence. Donc ici, on a une p-value de 0,514, donc qui est plus grand que notre alpha de 0,05. Donc, on ne rejette pas notre hypothèse nulle, donc les différences suivent une distribution normale. Par la suite, à l'étape 5, on énonce la distribution de notre variable auxiliaire. Donc, ici, ça suivra une distribution de student à nu égale n-1 degré de liberté, où n, donc n, c'est le nombre de paires. Donc ici, les observations sont des paires. Donc, si on a 20 humérus droit et gauche, en fait, on a 10 squelettes. Donc, ce n'est pas 20 observations. Donc, nu ici va être égal à 9, 10 moins 1. À l'étape 6, la règle de décision, donc on décide le seuil alpha qui est de 0,05, donc 5%. Donc, la seule différence, lorsqu'on veut faire le test apparié, c'est qu'on ajoute l'argument paired égale true. Et lorsque vous donnez vos deux jeux de données, donc ici, ils sont nommés droite et gauche, R va savoir quel appariement faire. Donc, vous allez avoir la sortie suivante dans R, donc paired t-test, donc tester pour échantillon apparié. Votre variable auxiliaire, le degré de liberté, donc comme j'ai dit, c'est avec 20 os, c'est 10 observations, donc vos degrés de liberté sont égaux à 9. La p-value qui est de 0,02. Donc, à l'étape 8, c'est la décision statistique. Donc, puisque la p-value qui est égale à 0,02 est moins grande que notre alpha qu'on a établi à l'étape 6, on rejette H0. Donc, les humérus 3 et gauche sont significativement de longueur différente. Et l'étape 9, l'interprétation biologique, donc ça ne doit pas nécessairement être bilatéral, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ici, on peut dire les humérus 3 et gauche ne sont pas de la même longueur parce que, par exemple, l'évolution a fait en sorte que l'usage majoritairement du bras droit a augmenté sa longueur. Donc maintenant, quoi faire si nos données ne sont pas issues d'une population à distribution normale? Donc jusqu'à ici, les deux exemples qu'on a fait suivaient la distribution normale, c'est-à-dire que quand on faisait Shapiro.test, on ne rejetait pas l'hypothèse nulle. Donc, on a trois choix. Donc, le premier, c'est la transformation de nos jeux de données. Le deuxième, c'est le test de student par permutation. Et le troisième, c'est le test de Wilcoxon-Mann-Whitney, donc le test de U. Donc, on va voir ces trois options. Donc, la transformation des données, c'est assez simple. Ça peut soit être une transformation logarithmique. Donc, ici,
notre jeu de données, c'est A, et le C ici, c'est une constante. Puis on a simplement réalisé la fonction log à nos jeux de données. Ou ça peut même être une racine carrée avec SQRT dans R. Donc, ça va venir transformer nos données, puis par la suite, on pourra retester s'ils suivent une distribution normale. La deuxième option qu'on avait, c'était le test T de student par permutation. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que au lieu d'utiliser une variable auxiliaire qui suit une distribution théorique, donc dans notre cas, c'était une distribution de student, on va créer notre propre distribution de référence en utilisant des permutations. Donc, l'avantage avec ce test, c'est qu'il y a peu de conditions d'application, mais il faut toujours avoir des données indépendantes et parfois, il y a d'autres conditions aussi qui peuvent s'ajouter. Donc, l'étape 2, donc avec les hypothèses, demeure pareille. Donc, c'est-à-dire notre hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux moyennes. Et par la suite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une distribution de référence à l'aide de notre variable t. Donc, ce test permet d'obtenir une distribution quand certaines conditions ne sont pas respectées. Donc, on va faire la différence de nos deux moyennes et ça va nous permettre de construire une distribution. Donc, pour créer notre tableau de permutation, on va commencer avec ce jeu de données. Donc, en fait, ici, ce que je vous illustre, c'est vous n'allez pas devoir faire ça à la main, mais c'est simplement pour illustrer le principe de qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez faire un test T de student par permutation avec R. Donc, mettons, on a deux jeux de données, donc rouge et bleu, et dans chacun des données, on a trois éléments. Et donc, on peut ici imaginer que le sac rouge, en fait, on voit que le sac rouge et l'autre qui est bleu contiennent des jetons avec différentes valeurs. Et on veut savoir si ces deux moyennes sont significativement différentes. Donc, on va calculer la différence des deux moyennes. Donc, la moyenne du sac bleu est 5 et ici, c'est 2. Donc, 5 moins 2, c'est égal à 3. Donc, ça, c'est notre D-obs, donc la différence observée. Donc, on va garder cette différence en mémoire et on va... donc, voilà. Puis, par la suite, on va mettre tous nos éléments dans un sac mauve. Donc, ils vont tous être ensemble et on va les mélanger. Puis, on va repiger au hasard pour remettre 3 éléments dans chacun des sacs. Donc, mettons ici, on se ramasse avec 1, 2, 4 et ici, on a 3, 5, 6. On va recalculer les moyennes. Donc, cette fois-ci, ici, c'est le sac rouge a une moyenne de 2,33 et le sac bleu a une moyenne de 4,67. Et on va faire la différence, donc 4,67 moins 2,33 qui va nous donner 2,34. Donc, ici, ce qu'on a calculé, c'est la différence qui est associée à la différence de la permutation qu'on vient d'effectuer en tout mélangeant ensemble. Donc là, on va se poser la question si on compare la différence observée dans notre échantillon, donc, qui était de 3, à la différence permutée qui était de 2,34. Donc, on va se demander s'il est plus petit, égal ou entre égal à 3, plus grand que 3. Donc, en utilisant les valeurs absolues, on va comparer la différence permutée à la valeur 3, qui est notre différence observée. Donc, on utilise les valeurs absolues parce que la question biologique n'indique pas quel groupe devrait être pris en premier. Puis, on va mettre cette réponse à la question dans notre tableau. Donc, ici, le 2,34 se situe entre négatif 3 et 3. Donc, on met un 1 ici. Les zéros, c'est juste pour indiquer que ça ne faisait pas partie des autres catégories. Donc, par la suite,
on recommence la permutation, donc le tirage, on remélange tous les éléments et on effectue un nouveau tirage. Donc, on a encore 3 éléments dans chaque sac. Et on calcule la moyenne de chaque sac et on fait la différence. Donc ici, la moyenne du sac bleu de 4,34 moins 2,67 qui nous donne 1,67. Et on se pose la même question en utilisant tout le temps la différence observée, donc le 3, comme seuil de référence. Donc, le 3 va toujours être notre seuil de référence car c'est la différence qu'on a observée dans notre jeu de données initial. Donc, on se pose la même question. Le 1,67, est-ce qu'il est plus petit que négatif 3, égal à négatif 3, entre moins 3 et 3, égal à 3 ou plus grand que 3? Donc, encore une fois, il est entre moins 3 et 3. Donc, on ajoute, ajoute 1 à cette case. Et on refait ça un très grand nombre de fois. Donc, ce qui nous permet de faire ça, c'est en fait que le fait de permuter, ça respecte certaines règles qui sont établies par l'hypothèse nulle. Parce que l'hypothèse nulle établit qu'on a le droit de permuter étant donné qu'on dit que les deux moyennes sont identiques. Donc, les valeurs dans un groupe pourraient se retrouver dans un autre groupe, mais dans l'autre groupe. Donc, ça permet de mélanger les observations comme on le faisait dans le sac mauve. Tandis que l'hypothèse qui indique qu'il y a une différence, donc notre H1, on ne peut pas mélanger parce que je mélangerai deux populations complètement différentes, mais on ne teste jamais H1, on teste tout le temps notre hypothèse nulle. Donc, quand est-ce qu'on arrête? Donc, mais en fait, les permutations, on peut les faire pendant longtemps, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Donc, si notre effectif est moins que 10 dans chaque groupe, on fait toutes les combinaisons possibles parce que le nombre de permutations est fini et assez facile à calculer avec R. Par contre, si on a plus que 10 éléments dans chaque groupe, mais 10 ou égal à 10 ou plus que 10, ça fait un très grand nombre de permutations, mais on les fait pas tous, même si c'est un nombre fini, parce qu'étant donné que en fait, ça augmente de façon factorielle, comme on va le voir tantôt, ça augmente assez rapidement. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir un chiffre de façon complètement arbitraire. Donc, souvent, ça va être soit 99, 999, 9999, et on va porter nos conclusions à partir de ces permutations. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit des chiffres comme 99, 999? C'est parce qu'en fait, mettons si on choisit 99 et on ajoute, plus on va inclure la différence observée, donc ça va nous donner 100. Même chose pour 999, on ajoute la différence observée qu'on a calculée en premier, donc ça va nous donner 1000. Donc, ça, c'est le même tableau que tantôt, mais sauf qu'on a fait les permutations un très grand nombre de fois. Donc, il y a une correspondance directe entre le tableau de permutation et cette distribution de la variable auxiliaire sous H0. Donc, le tableau, il est là pour estimer la distribution. Donc, ici, on a un tableau de 99 permutations. Et donc, ce tableau contient autant d'informations que cette distribution et toutes les valeurs qui se retrouvent dans le tableau, incluant la différence observée qu'on a calculée en premier. Donc, c'est égal à 100 différences. Et ici, on l'a juste illustré dans le graphique. Donc, ça, c'est les régions correspondantes. Donc là, si on veut trouver la probabilité que égale ou supérieure à notre différence, on va se fier à la région mauve dans le fond. Parce que si on veut la probabilité que ça soit supérieur ou égal, ça va correspondre à
la partie droite de la courbe. Donc, un autre exemple pour mieux illustrer ce test. Donc, ici, on se demande est-ce que la taille moyenne des garçons est plus grande que la taille moyenne des filles. Donc, est-ce que c'est un test bilatéral ou unilatéral? Oui, c'est unilatéral parce qu'on s'attend à ce qu'un des groupes, donc les garçons, soit plus grand que l'autre groupe, donc le groupe des filles. Donc, l'étape 2 et 3, en fait, sont assez semblables. Donc, à l'étape 2, on déclare nos hypothèses. Donc, les garçons et les filles sont de taille semblable. Ici, on fait attention, l'hypothèse alternative, car il doit être unilatéral, donc il doit respecter la direction de la question biologique. Donc, les garçons sont plus grands que les filles. Donc, mu garçon est plus grand que mu fille. Le choix du test ici, c'est un test statistique de différence de moyenne de la taille testée par permutation. Donc, notre variable auxiliaire, donc on va construire notre variable auxiliaire qui est la différence. Donc, mu garçon moins mu fille. Pour les conditions d'application, on a besoin de l'indépendance des données et l'équivariance des échantillons. Parce qu'ici, il n'y a pas de correction de Welch qui est possible. On n'a par contre pas besoin de la normalité des données. Donc, ici, distribution de la variable auxiliaire. Donc, c'est ce que je disais tantôt avec les factoriels. Donc, sous H0, la distribution de la variable auxiliaire va être obtenue par cette formule ici. Donc, l'énumération de toutes les permutations possibles. Donc, vous voyez que à cause du factoriel, donc le point d'exclamation, c'est le factoriel, ça augmente assez rapidement. Donc, ici, on a simplement 3 tailles de garçons et 3 tailles de filles et on a 20 permutations possibles. Donc, le factoriel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, mettons, 6 factoriel, c'est qu'on fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, vous pouvez imaginer que ça augmente assez rapidement. Donc, lorsque ça dit qu'il y a 20 permutations possibles, ça indique qu'il y a 7 permutations qu'on observe et 19 autres, mais en fait, 7 permutations qu'on observe et 19 autres permutations qui sont possibles. Donc, l'étape 6, c'est pareil, on décide à quel seuil on va rejeter. Donc, habituellement, c'est 5%. Et l'étape 7, c'est les calculs. Donc, la partie calcul va se faire dans R, puis non à la main, évidemment. Mais ici, c'est simplement pour vous montrer la logique du test. Donc, la moyenne des garçons, ici, c'était de 160 et la moyenne des filles est de 150. En fait, la moyenne de ces 3 chiffres et la moyenne de ces 3 chiffres. Donc, la différence est de 10 cm. 160 moins 150. Par la suite, vu qu'on a notre effectif est moins que 10, on fait les 19 autres permutations possibles. Donc, mettons ici, on a on a mis le 150 des filles, puis on a le 145, 155 des garçons. En fait, on a juste permuté de façon aléatoire. Puis à chaque permutation, on calcule la moyenne des garçons et des filles, puis on fait la différence des 2 moyennes qu'on a calculées. Donc, on effectue des permutations entre nos 6 valeurs et à chaque fois, on calcule la différence de la moyenne. Donc, ici, on a fait 148 moins 151, donc qui nous donne moins 3,33. Et, donc, on fait ça. Et à chaque fois qu'on fait ça, on remplit notre tableau des résultats. Donc, en fait, ça nous indique la probabilité d'avoir une valeur aussi extrême ou non. En fait, ça nous indique qu'on remplit notre tableau de résultats selon notre seuil de référence qui était de 10 tantôt. Donc ici, on cherche la probabilité que la différence permutée est plus grande ou égale que la différence observée.
étant donné que notre hypothèse était unilatérale. On disait que les garçons avaient une moyenne de taille supérieure que celle des filles. Donc, ça veut dire qu'on cherche cette partie du tableau. Donc, pour calculer ça, notre P4, dans le fond, c'est on additionne ça et on divise par le nombre de permutations totales, donc 2 plus 0 divisé par 20. Donc ici, on a 0,1. Donc, le 0,1 indique la probabilité d'avoir une valeur aussi extrême ou plus extrême. Donc, comment est-ce qu'on ferait ça avec R? Donc, on fait read point table pour importer notre tableau. Donc, le tableau, ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'on a mis header égale true. En fait, vous devez utiliser le fichier tpermit.r qui se retrouve sur Studium et on doit sourcer la fonction. Donc, lorsque vous téléchargez le fichier avec la fonction, c'est pour vous permettre de l'utiliser parce que la fonction n'existe pas de base avec R. Et c'est très important de ne rien modifier dans ce fichier et ne pas aussi modifier son nom. Donc, lorsque vous allez sourcer la fonction, ça permet à R d'aller chercher la fonction et de l'utiliser. Donc, vous pouvez aussi vérifier que votre fonction est bien chargée en écrivant le nom de la fonction et ça devrait vous sortir le script de celle-ci. Donc, pour utiliser la fonction, donc c'est tpermut, le premier et le deuxième argument, c'est les deux vecteurs, un pour chaque groupe dont on compare les moyennes. nperm égale 19, c'est le nombre de permutations. Et alt, c'est l'alternative de tantôt. Donc, par défaut, il est bilatéral, mais vous pouvez le mettre unilatéral avec less, unilatéral à gauche ou unilatéral à droite avec greater. Donc, c'est ça. Donc, avec notre tableau ici, avec nos jeux de données ici, on a nommé notre tableau GF. Donc, on va aller chercher la colonne correspondant aux moyennes, aux tailles des gars, aux tailles des filles. On fait un nperm de 19 et alt égale greater parce qu'on cherchait unilatéral à droite avec notre question biologique. Donc, ici, je l'ai juste faite, en fait, j'ai fait la commande tpermit qu'on vient de voir 3 fois. Donc, ça vous indique la probabilité avec ce qui est encadré en rouge, donc probabilité permutation test de T, donc 0,15. Donc, c'est un test non paramétrique. Vous avez la probabilité associée au test paramétrique, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, comme vous le voyez, cette probabilité par le test T de student par permutation est différente à chaque fois qu'on va faire la commande. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas exactement la même probabilité que votre collègue de classe. Étant donné qu'on fait des permutations un certain nombre de fois, mais le résultat de chaque permutation peut varier. Puis à la fin, on a notre étape 8. Donc ici, j'ai simplement utilisé la probabilité, la première que j'ai reçue ici, pas les deux autres. Donc comme notre probabilité calculée de 0,15 est plus grand que 0,05, on ne rejette pas l'hypothèse nulle au seuil alpha 0,05. Donc ça, c'est une décision basée sur la règle établie à l'étape 6. Et alpha, c'est en fait la probabilité de rejeter notre hypothèse nulle alors qu'elle est vraie, alors qu'on n'aurait pas dû la rejeter. Donc, par exemple, si mon alpha ici était de 20%, dans 20% des cas, je rejetterai mon hypothèse nulle en ayant tort. Donc, je me trompe 20% des cas. 20% des cas, c'est quand même une assez grosse marge d'erreur. Puis pour l'interprétation biologique, donc... J'ai une question.
Oui, allez-y. D'où est-ce qu'il sort le 20%? Oh non, le 20%, j'en parle juste sur le côté. Non, vous pouvez complètement l'ignorer si ça vous a mélangé plus qu'autre chose. Mais ça m'a Je pas dis- mélangé, je veux juste savoir. Mais le 20%, c'est que dans le sens que le alpha, ici, on est très habitué à mettre 0,05 5%, mais ça peut aussi être 15% ou 20% dans le sens, mais que plus qu'on augmente le pourcentage de notre alpha, plus on Moi, risque d'avoir tort en rejetant notre hypothèse nulle. OK. Dans le fond, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que, mais mettons ici, on avait rejeté notre hypothèse nulle, on aurait 5% de chance d'avoir pas raison de l'avoir rejeté. Ça, je comprends. Mais Okay. la diapositive juste avant, pouvez-vous finir? Ils disent le T paramétrique. Ça, c'est si on avait fait le test sans tenir compte que la variance est différente, c'est ça? En fait, une probabilité paramétrique, ça se fie à une distribution théorique. Donc ici, ça se fie aux distributions de students. Oui. Parce que ce qui est différent avec... En fait, ça peut, un test de student aurait pu être utilisé avec nos jeux de données, même si, en fait, on n'avait que 3 éléments dans chaque groupe. Mais ça ne serait pas le test idéal, mettons. OK. Fait que quand nos échantillons sont petits, c'est là qu'il faut faire la permutation, c'est ça que vous dites? Non, en fait, je vais revenir pour l'échantillon petit, mais ça, c'est ça, c'était lorsque nos données ne suivaient pas la distribution normale. Ah, OK, oui, je comprends. OK, merci. Puis dans le chat, je ne comprends pas comment on peut arriver à des résultats différents si on utilise toutes les permutations. C'est une bonne question, parce que oui, c'est vrai que dans ce cas-ci, avec juste 3 éléments dans chaque groupe, on ne devrait pas arriver à une probabilité différente. Je vais réfléchir à ça et je vais vous revenir là-dessus, François. Bon. Donc, on était rendu ici. Donc, oui, l'interprétation, en fait, on était rendu à l'étape 9. Donc, l'interprétation biologique, c'est comme on le fait depuis tantôt. Donc, on reprend notre conclusion. Donc, il n'y a pas de différence ici. Mais ici, on a trouvé qu'il n'y a pas de différence entre les tailles des garçons et des filles parce que on peut mettre un peu n'importe quoi qui fait du sens. Donc, parce que les gènes codants pour la taille ne se retrouvent pas sur les chromosomes sexuels. OK. Okay. Est-ce que vous voulez une pause maintenant? OK, la majorité ne veut pas de pause, donc on va continuer. Bon, OK. Donc, par la suite, le test de U, c'était la troisième option lorsque les données ne suivaient pas une distribution normale. Donc, on va voir le test de U pour échantillons indépendants. Donc, c'est en fait, le test de U, c'est la version non paramétrique du test T de student. Donc, c'est un test utile lorsqu'on peut noter l'ordre des événements. Donc, par exemple, dans une course ou... oui, c'est ça. Donc lorsqu'on utilisait les tests paramétriques à l'étape 3, il y avait souvent des calculs qui utilisaient la moyenne, mais ici, on va comparer des médianes en utilisant des rangs.
aussi, dans des tests paramétriques à l'étape 4, il y avait plusieurs conditions d'application, ce qui n'est pas le cas pour les tests non paramétriques. Et à l'étape 5, dans les autres tests paramétriques, on se référait à une distribution comme la distribution de student, tandis qu'ici, on ne va pas se référer à une distribution. Donc, ici, dans l'exemple 1, ici, on a nos jeux de données, donc nos deux groupes, et on va les mélanger. En fait, on va les placer en ordre et on va faire la même chose avec notre deuxième exemple de jeu de données et on va placer en ordre. Donc, pourquoi je vous donne deux exemples ici? C'est simplement pour pouvoir comparer. Donc, on voit que dans l'exemple 1, il y a un mélange complet entre les groupes A et B. Donc, le groupe A ne se situe pas plus vers la gauche que vers la droite comparé au groupe B. Tandis que dans l'exemple 2, toutes les données associées au groupe A sont d'un bord et toutes les données associées au groupe B sont de l'autre bord. Donc, le groupe A est décalé vers les plus petites valeurs de rang parce que c'est vraiment les rangs qu'on va comparer. Donc, l'utilité de mettre nos données en ordre, c'est pour pouvoir leur donner un rang par la suite. Donc, le test de U, ce que ça va regarder, c'est la ségrégation de ces rangs. Donc, ça distingue en fait si tu as une séquence mélangée comme ça, A, B, A, B, ou plutôt une séquence où tous les A sont d'un bord et tous les B de l'autre bord. Donc, ici, comme exemple, on a deux groupes de données auxquels on a attribué un rang. Donc, s'il y a un rang égal, comme mettons les deux ici sont égales, on ne sait pas si c'est le groupe rouge qui est en premier ou le groupe bleu. Donc, c'est un peu aléatoire. Et à chaque rang, il y a un score qui est attribué. Et on calcule le W1 ici, qui est la somme de tous ces scores. Et ce W va servir à construire la variable auxiliaire avec les formules ici que vous voyez en haut à droite. Donc, on va faire un exemple. Donc, ici, on a Robert qui va à la chasse aux papillons. On sait qu'il fait froid en Alaska et ça pourrait gêner la croissance des papillons. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire un test U? C'est lorsqu'on veut comparer deux petits échantillons et que la distribution n'est pas normale. Donc, juste en sachant ça, est-ce que vous pouvez dire si, en fait, si c'est un test unilatéral ou bilatéral? Oui, c'est unilatéral car on a une information dans la question qui nous dit que la croissance pourrait être moins grande en Alaska. Donc, on a notre question biologique. Donc, est-ce que la longueur des ailes est plus petite en Alaska qu'en Illinois? Donc, ça respecte l'énoncé de la question. Et voici notre jeu de données. Donc, on a les longueurs des papillons en Alaska et en Illinois sous forme de vecteurs. Donc, pour nos hypothèses, c'est un peu la même chose. Donc, l'hypothèse nulle, c'est tout le temps bilatéral. Donc, on indique qu'il n'y a pas de différence entre la longueur des ailes des papillons de Alaska et de Illinois. Donc, plus précisément, pour le test de U, ça veut dire que les rangs des deux groupes sont uniformément distribués. Donc, ici, on utilise les probabilités pour faire l'inférence par rapport aux paramètres. Donc, le P ici, c'est la probabilité par rapport aux paramètres et qui est égale à 50%, le 0,5. Donc, si les rangs sont uniformes et les moyennes sont égales, si je tire un papillon d'Alaska et un autre d'Illinois, la probabilité que le papillon en Alaska soit plus petit qu'Illinois est de 50%, si les deux populations sont identiques.
Donc, vous pouvez l'indiquer comme ça ou comme ça. Et l'hypothèse alternative, c'est que les rangs des données du premier groupe, donc de Alaska, sont décalés vers les petites valeurs. Donc, ça correspond à la direction établie par la question biologique. Donc, ici, on l'indique avec un plus petit que 50%. Donc, les longueurs des papillons d'Alaska sont plus petits que ceux de Illinois. Plus petits que 5. Mais la probabilité est moins grande que 50% d'enfants. On pourrait aussi indiquer inversement que les longueurs des papillons d'Illinois sont plus grands qu'Alaska, donc les rangs sont plus décalés vers les grandes valeurs. Le test U doit être utilisé seulement pour les variables ordinales? Non. Ici, on n'a pas une variable ordinale. En fait, elle est quantitative continue. Donc, à l'étape 3, on fait le choix, on nomme le test, puis on écrit les formules qui y sont associées. Et donc, ici, on a nos deux formules U1 et U2, donc, qui sont calculées à partir des rangs. Donc, plus le U sera petit, plus la différence entre les échantillons sera importante. Et la seule condition d'application, c'est l'indépendance des observations. Donc, c'est ça. À l'étape 5, on énonce la distribution de la variable auxiliaire. Donc, ici, il s'agit de U qu'on a calculé avec les formules sur la diapo précédente. Donc, on va avoir une séquence en particulier, donc mais on n'a pas de distribution de référence, comme il s'agit d'un test non paramétré. À l'étape 6, notre règle de décision, donc, c'est qu'on rejette à notre hypothèse nulle au seuil alpha égale 0,05 si la probabilité associée à notre variable auxiliaire qu'on a construit U est moins grande que alpha, moins grande ou égale. Donc, comment est-ce qu'on fait le test en R? Donc, c'est avec la commande Wilcox.test et vous avez 3 arguments. Donc, votre vecteur 1 et 2 qui correspond aux deux groupes que vous voulez comparer et alternative pour indiquer si c'est unilatéral ou bilatéral. En fait, cette commande en R enlève les valeurs qui sont les mêmes dans les deux groupes. Donc, si on a deux observations qui ont exactement la même valeur, ça cause des problèmes parce que c'est impossible à déterminer quelles on met en premier lorsqu'on les place en ordre pour leur attribuer un rang. Aussi, c'est important que ça soit bien des vecteurs ici et non des data frames parce que cette commande s'attend à avoir un vecteur. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis A pour les longueurs associées aux papillons d'Alaska, I pour ceux de Illinois. Alternative égale less parce qu'on s'attend à ce que les papillons en Alaska sont moins longs que ceux en Illinois. Et donc, ça nous sort ça. Donc, les data, ça nous dit les deux groupes de données, le W et notre p-value qui est de 0,003. Donc, à l'étape 8, on va rejeter notre hypothèse nulle étant donné que notre p-value est plus petit que 0,05. Et donc, il y a une différence entre les rangs. Et à l'étape 9, on va interpréter pour concorder avec notre décision de l'étape 8. Donc, les papillons sont plus petits en Alaska qu'en Illinois parce qu'il y a plus de fleuves en Illinois, par exemple. Donc, le dernier test, donc c'est le même test qu'on vient de voir, mais cette fois-ci pour échantillons appariés. Donc, le test de U pour échantillon apparié, on fait simplement ajouter paired égale true, comme on faisait pour notre t-test.
Donc ici, on a un jeu de données aléatoires A et B, chacun avec leurs chiffres, mais les éléments correspondants. Et ici, on se demande est-ce que le groupe A est plus grand que le groupe B. Donc, et on va assumer que le groupe A et B sont appariés dans le sens que c'est soit ça représente avant, après ou droite, gauche de quelque chose qui est connecté. Donc, on va simplement utiliser Wilcox Point Test avec notre jeu de données A et B, alternative égale greater, parce que c'est ça la question qu'on se pose, et paired égale true. Donc, le calcul du test se fait comme ça, puis ça va vous sortir une p-value ici de 0,6716. Donc, puisque cette p-value est plus grande que alpha de 0,05, on ne rejette pas notre hypothèse nulle. Et donc, le groupe A n'est pas significativement plus grand que le groupe B. Donc, pour conclure, je vais simplement vous montrer ce arc décisionnel. Je pense que Dr. Collin vous l'a déjà montré. Donc, lorsque vous avez des variables quantitatives et un grand échantillon, et que vos données sont normales, donc vous vérifiez la normalité de vos données, par la suite l'équivariance, et si tout ça, mais vos données suivent une distribution normale et que vos données sont équivariantes, vous pouvez faire un test T de student sans correction de Walsh. Donc là, si vous voulez un test T sans correction, il faut bien l'indiquer dans R, parce que par défaut, R fait la correction de Walsh. S'il n'y a pas d'équivariance, mais vous le faites avec la correction de Walsh. Si par contre vos données ne sont pas normales, la première chose que vous pouvez faire, c'est transformer vos données comme on a vu avec le log ou la racine carrée. Donc, lorsque vous faites la transformation, vous revérifiez s'ils sont normaux et s'ils sont, vous pouvez continuer avec la vérification de l'équivariance. Si par contre, même après la transformation, ils ne sont toujours pas normaux, vous continuez pareil, vous vérifiez l'équivariance. S'ils sont équivariants, vous pouvez faire un test T par permutation. Et s'ils ne sont pas, vous devez faire un test de U. Aussi, si vous n'avez pas des variables quantitatives ou si votre échantillon est petit, vous faites un test de U directement. Donc là, j'ai quelques questions pour vous, puis après, c'est terminé. Donc, on peut lire la question ensemble. Donc, il y a une question dans le chat. Oui, vous pouvez tout faire le TP après cette séance. En fait, il est à remettre jeudi, je crois. Ouais. Donc, soucieux des pratiques agricoles et de leur impact sur les communautés d'insectes, Daniel s'intéresse aux méthodes d'agriculture soutenable. Il apprend que les plantes des céréales telles que l'orge qui sont plantées à proximité des chardons sont moins attirants aux pucerons des genres Rhopalocipum et Cytobion. L'étude en question s'était déroulée en Suède et il se demande si le climat tempéré en Suisse affecterait les résultats. Il organise donc un champ de blé afin de tester cette hypothèse. Il organise des blocs de plantes de blé à l'intérieur desquels les plantes sont à proximité des chardons ou non. Après une période de 4 mois, il effectue une campagne d'échantillonnage afin de mesurer la charge en pucerons des différentes plantes de blé. Étant donné que les plantes échangent des composés chimiques, il s'attend à ce que les plantes avec des chardons aient moins de pucerons. Cependant, durant le cours de ces analyses, il se rend compte que malgré le fait que ces données soient équivalentes, elles ne suivent pas une distribution normale. Il décide donc d'employer un test par permutation pour vérifier son hypothèse. Donc, sa variable auxiliaire est la suivante. Donc, la différence observée est égale à la moyenne en charge de... juste un instant. Oui, la moyenne en charge de pucerons avec chardon moins la moyenne en charge sans chardon. Donc, voici le tableau avec les 999 permutations, incluant la donnée observée.
Donc, est-ce que vous pouvez conclure qu'il y a une différence significative entre la charge en pucerons des plantes avec chardon et sans chardon? Non, est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce qu'on cherche avec, comment est-ce qu'on utiliserait ce tableau? Ben, il faudrait vérifier dans le fond, on dit que avec chardon, il devrait en avoir moins. Donc, euh, le D observé devrait être négatif, dans le fond. Fait qu'il Oui, faudrait voir s'il faudrait faire 3 plus 6, 9 divisé par 1000. oui. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, dans le fond, oui, c'est exactement ça. Donc, on regarde la partie gauche de notre distribution parce que ici, en fait, le but d'avoir la formule ici, c'est qu'on sait comment la différence était calculée et on sait qu'on s'attend moins de pucerons pour ça avec chardon. Donc, on cherche le côté gauche de notre distribution. Donc, c'est ça. Donc, on fait 3 plus 6. Donc, on additionne ces deux les permutations qui se retrouvent ici. Donc, ça nous donne 9 sur 1000. Et vu que 9 sur 1000, donc 0,009 est moins grande que 0,05, on rejette notre hypothèse nulle au seuil alpha égale 0,05. Donc, ici, j'ai simplement quelques questions qui me restent. Dans le fond, c'est juste pour demander quel test statistique on utiliserait dans différents cas. Donc, ici, on veut comparer la durée d'hospitalisation pour des patients avec le même diagnostic à deux hôpitaux différents. Donc, attendez juste un instant. Donc, vous pouvez juste l'indiquer dans le sondage. Donc, dans le fond, quel test est-ce qu'on utiliserait? OK, je vais mettre ça en fait. OK. Oui, en fait, on peut utiliser le test de student pour échantillon indépendant. C'est pas du tout à parier parce que c'est pas les mêmes patients qui se retrouvent au même hôpital. Il s'agit des patients qui ont le même diagnostic, mais à part ça, ils sont pas reliés entre eux. Mais le test de permutation, ça serait utile si les données ne sont pas normales. On pourrait aussi utiliser un test U pour échantillon indépendant car on n'a pas un très grand nombre d'éléments. On en a plus que 10, je pense qu'on en a 11, mais c'est quand même un petit échantillon. Et encore une fois, ce n'est pas à parier. Donc, OK. Donc ici, c'est un peu wordy. Je vais juste vous dire ce qui est essentiel. Donc ici, il y avait une étude
sur l'influence génétique et environnementale des niveaux de cholestérol. Donc, les données utilisées pour étudier ça, c'était des données qui se retrouvaient sur des jumeaux. Donc, il y avait 4 populations de jumeaux adultes. Donc, il y avait les jumeaux monozygotes élevés à part, monozygotes élevés ensemble, les jumeaux dizygotes élevés à part et ceux dizygotes élevés ensemble. Donc, un problème, c'était s'il fallait corriger pour le sexe avant de faire des analyses génétiques plus complexes. Donc, ici, dans le tableau, il y a le niveau total de cholestérol pour les jumeaux monozygotes élevés à part selon le sexe, donc mâle ou femelle. Donc, si on assume que le niveau de cholestérol est distribué, mais suit une distribution normale et que chacun des observations est indépendante et qu'il y a équivariance des données, quel test statistique est-ce qu'on utiliserait? OK, je vais fermer le vote. Il y a une question dans le chat qui est intéressante. Oui, je l'ai vu. Je reviens à cette question à la fin. Merci. Donc, la majorité ont été testés de students pour échantillon à Paris. OK. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sauf que ici, ça disait qu'on assumait que les observations étaient considérées indépendantes. Donc, la réponse se voulait être les tests de students pour échantillons indépendants. Mais la prochaine question de cette diapo, c'était que quelle chose qu'on a assumée dans la question précédente n'est pas vrai dans le fond. C'est que dans le fond, des jumeaux, c'est des observations, ce n'est pas des observations indépendantes, dans le sens que une paire de jumeaux, c'est un échantillonnage à Paris. Donc, c'est bon. Pour revenir à la question dans le chat, oui. C'est quoi la limite pour dire qu'on a un grand échantillon dans l'arbre décisionnel? Plus que 10, je dirais c'est grand. OK. Donc, je pense que ça, c'est l'avant-dernière question. Donc, un instrument a été utilisé pour mesurer la pression sanguine et cet instrument doit être calibré à chaque fois pour pas qu'il y ait un biais d'observateur. Donc, avant d'utiliser la machine, il faut s'assurer qu'elle correspond à ceux qui sont donnés par une machine standard. Donc, pour faire ça, 2 mesures ont été faites sur 10 enfants avec la machine standard et la nouvelle machine. Donc, il y a la moyenne de la pression sanguine systolique pour les 2 machines se retrouve dans ce tableau pour les 10 enfants. Donc, quel test utiliserez-vous? Juste un instant. En fait, pour comparer les moyennes, si en fait ça diffère, les moyennes des pressions systoliques diffèrent entre les 2 machines.
OK, je vais le faire dans 5 secondes. OK. Donc, la majorité ont dit tester le student par permutation. OK. En fait, ici, vu qu'on a juste 10 observations, on utiliserait le test de U et ça serait un échantillon à parier, étant donné que c'est au sein de la même personne. Dans le fond, la mesure sur le premier enfant, c'est 2 machines différentes, mais ça demeure sur la même personne, donc c'est quand même relié. OK. Puis ça, c'est vraiment la dernière question. Je pense. Oh non, là, ça, c'est l'avant-dernière. OK. Donc ici, on a une étude clinique qui compare l'angioplastie avec la thérapie médicale pour le traitement de maladies coronariennes. Donc, les chercheurs ont assigné de façon aléatoire 107 patients à la thérapie médicale et 105 à l'angioplastie. Donc, les patients ont eu des tests d'exercice au début de l'étude et 6 mois dans le follow-up, donc dans le suivi. Donc, le test d'exercice, dans le fond, c'était de donner son effort maximal jusqu'à qu'il y a des signes cliniques comme la douleur à la poitrine. Donc, ici, il y a le tableau qui montre pour la durée totale d'exercice en minutes pour les 2 groupes, donc ceux qui ont eu la thérapie médicale et l'angioplastie. Donc, on a la moyenne en minutes et l'écart type et le nombre, l'effectif. Donc, je vais mettre fin au vote. OK, donc je pense que vous avez la bonne réponse. C'est le tester de student pour échantillon indépendante. Et en fait, la deuxième question, c'était quel test est-ce qu'il faudrait faire si on voulait tester pour un changement dans la durée totale d'exercice pour un groupe spécifique, au sein d'un groupe spécifique? OK, je ferme le sondage. Oui, c'est ça. Ça serait un test de student pour l'échantillon à parier car, dans le fond, on comparait une personne avant et après. Dans le fond, au début de l'étude, puis à 6 mois dans le suivi. Donc, une dernière question. Un chercheur s'est intéressé à l'effet d'une inhalation prolongée de cadmium sur le niveau d'hémoglobine des rats de labo. Il a utilisé 15 rats exposés et 10 rats contrôle et il se demande si l'exposition au cadmium a fait baisser le niveau d'hémoglobine qui est mesuré en grammes du sang des rats. Donc, quel test statistique utiliserait-vous? OK, je vais mettre fin au vote. Oui, en fait, on utiliserait un test de U, de Wilcoxon-Mann-Whitney, pour donner indépendante. Donc, ici,
Est-ce qu'à votre avis, c'est un test bilatéral ou unilatéral? Oui, François? Non, mais j'ai une question. Pourquoi on ne pourrait pas prendre un testé de student? Ben ici, comme je dis, c'est comme le 10, c'est petit. OK. Oui, il y a Zachary qui dit unilatéral. Est-ce que ça serait unilatéral à gauche ou à droite? Oui, à gauche, c'est ça. Si on place les rats exposés d'abord dans l'expression, donc ça serait unilatéral à gauche. Donc, c'est pas mal ça, OK. Et oui, vous avez votre TP à remettre jeudi, ouais, le 3 juin, jeudi. Et moi puis Laurence, on est là pour répondre à vos questions. François, vous avez toujours la main levée. Est-ce que c'est une autre question? Non, OK. Puis je vous reviens tantôt, François, avec votre question par rapport aux probabilités. Donc, on peut prendre une pause de 10 minutes et quand vous revenez, on va être là pour répondre à vos questions.